Bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons pour ce nouveau cycle. Alors, avant de vous présenter nos conférenciers, juste peut-être les coulisses de cette conférence. Il y a environ un an, je reçois un message de Julien, qui est ici, et qui me dit « Tiens, on aimerait bien organiser un cycle sur les Vikings et la pop culture. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ?» Alors, j'ai dit « Tiens, quel sujet curieux. Habituellement, on traite plutôt des trous noirs et de ce genre de choses. » Je dis « Pourquoi pas ?» Je me suis souvenu que dans mon enfance, j'étais bercé par Vic le Viking, et puis récemment, Ragnar Lothbrok m'a assez perturbé. Puis j'ai dit, à mon avis, on peut le faire, mais bon, on va attirer peut-être une trentaine de personnes, 40 geeks qui viendront au musée dans notre petite salle. Et puis en fait, en préparant le cycle, on s'est rendu compte que non, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés. Alors, on a convenu en fait d'organiser le cycle sur 2 rendez-vous. Donc il y a celui-ci, qui sera animé donc, par les porteurs du cycle. Donc on a Julien de Geldre qui est maître de langue dans le département d'études nordiques. Donc il est prof de danois. Ça se voit tout à l'heure sur le PowerPoint. Je vais leur montrer un truc qui s'est écrit en danois, je n'ai rien compris. Voilà. Et Romuald de Dalaudière qui est aussi premier assistant dans le service donc, le département d'études nordiques. Et c'est ça qui est fabuleux à l'université, c'est qu'on a plein de collègues et puis de temps en temps on en rencontre qu'on ne connaît pas et on se rend compte qu'ils travaillent sur des domaines complètement inattendus. Donc ça, c'est la richesse de travailler dans un environnement aussi multiculturel et multidisciplinaire. Donc ça, merci à vous en tout cas pour l'idée de ce cycle. Alors, je vais vous laisser de toute façon vous présenter plus en détail, expliquer ce que vous allez faire. Il y a un deuxième rendez-vous qui est super important. Alors la date, je suis un mauvais organisateur, je ne me souviens plus. Voilà, la date c'est le 2 décembre. Là, on va accueillir Pierre Brice-Stahl qui nous viendra de la Sorbonne, donc de Paris. Et lui, c'est un spécialiste des mythes nordiques, notamment. Et donc, il va essayer de faire la part du vrai et du faux dans qu'est-ce qu'on sait vraiment de ces mythes, que disent les éléments archéologiques, etc. Et Pierre Brice-Stahl, en fait, il est aussi connu notamment parce qu'il a contribué à l'ouvrage qui a été fait sous la tutelle du fameux youtubeur Nota Bene sur les Vikings. Donc ça, c'est le 2 décembre. Donc venez, parlez-en autour de vous. Il viendra exprès de Paris pour nous rejoindre. Donc ça va vraiment être sympa. Voilà, bon les gars, je vais vous laisser prendre les commandes du navire. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonjour à tous. On va vite faire un petit cours de langue scandinave. Alors bonjour en danois. Est-ce que vous êtes prêts? Hi. Voilà. On va le faire en suédois. Hei. En norvégien. Hi. En islandais. Hi. Et en féroïen. Ah, vous parlez féroïen vous déjà. C'est incroyable. Tout d'abord, merci pour le Mumons aussi de nous avoir permis de venir aujourd'hui, d'organiser cette conférence sur les Vikings. On précise déjà, ni moi ni Romuald, nous ne sommes pas historiens, nous ne sommes pas archéologues, nous sommes profs de langue danoise, on donne des cours de culture danoise, et en fait ce chapitre de l'histoire scandinave, l'ère viking, elle est cruciale. Nous, on rigole pas, mais on trouve ça drôle, les dracars, bouffe, on se tape dessus, c'est amusant. Mais pour les pays scandinaves, c'est vraiment une époque charnière qui explique en grande partie pourquoi est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Je vais demander on va demander votre participation de temps en temps lors de cette présentation. On va vous poser des petites questions. Et le but de la conférence est bien un peu tester votre connaissance de l'ère viking parce qu'il y a énormément de clichés, d'idées reçues, des conceptions, parfois vraies, parfois erronées. Et donc, on va voir, on va vous tester. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite. On va commencer simple avec la question. Est-ce que les casques vikings avaient-ils vraiment, mais vraiment pas de cornes? Alors, qui dit non, ils avaient vraiment pas de cornes? Levez la main. Voilà, on a quand même pas mal de gens qui lèvent la main. Qui dit si, ils en avaient toujours sur leur casque. Oui, on a quand même, oui. Qui dit ça dépend, ils avaient leur beau casque, puis ils avaient les autres.
Ok, ça va. Donc on a un peu de tout quand même. Alors, on va résumer la réponse en un mot. Non, les Vikings n'avaient pas de cornes sur leur casque. Cette idée, elle est vraiment fausse. Néanmoins, vous avez peut-être vu ce casque-là. Peut-être une fois, il a dit qu'il n'y avait pas de cornes, et tout d'un coup, il vient avec des cornes. Alors oui, il y a ce casque qui existe, on l'a trouvé en Suède. C'est un casque rituel. Donc on ne le mettait pas pour aller taper sur les autres. Et en plus, c'est un casque qu'on a trouvé en 900 avant notre ère. Donc il y a plus de 1000 ans entre ce casque et l'ère viking. Les Vikings, eux, n'avaient vraiment, quel que soit le casque qu'ils mettaient pour aller rendre visite à leurs amis, pour fêter Noël ou quoi que ce soit, jamais de cornes sur le casque. C'est pas pratique, hein, quand vous êtes sur un champ de bataille, vous voulez taper sur les autres, en fait, vous avez une prise que vous offrez à l'ennemi, hein, il prend le casque, il vous tape dessus, c'est pas simple, c'est pas pratique. Deuxième question, combien de casques retrouvés datant de l'ère viking? Combien avons-nous retrouvé de casques? Est-ce que quelqu'un veut essayer de lancer un chiffre au hasard? Oui? 5, j'en vois 2, 1, 5, 17, j'ai entendu, qui dit mieux? 1. Un casque viking, c'est lui, c'est le casque de Geirmund, trouvé en Norvège. Les autres, on les a plus, bien souvent, parce que les casques, c'est en métal, et le métal, c'est pratique, du coup, on le recycle. Pardon? J'ai effectivement, oui, il y a aussi en Angleterre, mais en Scandinavie en tout cas, on a retrouvé un casque entier aussi, précisons. Un casque entier, c'est lui. Il était en Angleterre. Allez, on va dire un casque. C'est le mélange entre la Scandinavie et... On va dire un casque et demi. Deuxième question de français. Mince, ça, il n'avait pas prévenu. Un viking ou un viking? Est-ce qu'on met une majuscule à viking ou est-ce qu'on met une minuscule? Qui dit majuscule? Levez la main. Qui dit minuscule? Levez la main aussi. Ouais, on a pas mal de minuscules. Alors, ceux qui ont dit majuscule, pourquoi? C'est un peuple. J'entends, c'est pas un peuple, c'est une activité. Viking, ça veut dire voyage. Donc on a plusieurs éléments intéressants. Et je ne vais pas répondre tout de suite. Il pose une question et il ne répond pas. Un peu de patience, c'est pour vous maintenir éveillé. Déjà, il faudrait commencer par se poser la question, un viking, c'est quoi? L'ère viking, c'est de quand à quand? Est-ce que quelqu'un a une idée des dates de l'ère viking? Oui? Oui, très bien. Merci d'être venu. Voilà, merci. Romuald, c'est à toi. Effectivement, 793, l'attaque du monastère de Lindisfarne en Angleterre par des Vikings. C'est le début de l'ère viking officiellement. Et 1066 avec la bataille de Stamford Bridge, là où en fait les Vikings se sont pris une raclée. Ils ont perdu, mais ils ont tellement épuisé les Anglais que quand les Normands les ont attaqués la même année, ils étaient complètement crevés, les pauvres, et ils ont perdu à la bataille de Hastings. Et 1066, ça marque le début du Moyen-Âge en Scandinavie. Chose intéressante, les Scandinaves ne considèrent pas le début du Moyen-Âge comme nous. Pour eux, ça commence à partir de 1066. Avant ça, c'est toujours l'âge de fer. Le problème de ces dates, c'est qu'elles sont un peu réductrices. Elles ne nous permettent pas de vraiment comprendre pourquoi est-ce que les Vikings sont tout d'un coup arrivés. Donc il faut remonter un petit peu en arrière, et selon même une archéologue historienne danoise, Jeanette Warberg, il faut remonter jusqu'à l'Empire romain, 2e siècle après Jésus-Christ. Alors je ne fais pas une présentation dans la présentation, ne vous inquiétez pas, on va vraiment parler des Vikings et pas de César. Mais néanmoins, c'est important de remonter jusque-là, à l'époque où Rome était un peu partout en fait, à leur apogée, ils étaient vraiment dans pas mal de pays actuels européens. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les Romains, ils ont créé beaucoup d'opportunités pour le commerce. On achetait des choses aux Romains, les Romains achetaient des choses aux autres peuples. On pouvait ramener des richesses chez soi. Et ils avaient déjà une idée en fait de c'était qui les Scandinaves. Ils savaient qu'il y avait des gens qui habitaient au nord. Leur géographie n'était pas top parce qu'ils pensaient que la Scandinavie c'était une île.
Mais ils savaient en tout cas qu'il y avait des gens là-bas, notamment ils avaient des petites pierres sympas qu'ils trouvaient sur leur plage, de l'ambre. Ça, ils n'en avaient pas, parce qu'effectivement, l'ambre, ça se trouve principalement autour du bassin de la Baltique. De l'ambre et des fourrures. Voilà, ça c'était les deux produits qui intéressaient énormément les Romains et qu'ils achetaient, qu'ils se procuraient depuis des gens en Scandinavie. Donc les Romains savaient qui était... ils avaient une vague idée en tout cas qu'il y avait des gens là-bas. D'ailleurs, on a certains auteurs comme Tacite, je ne sais pas s'il y a des latinistes, oui, Tacite, vous avez sûrement entendu parler, il nomme plusieurs peuples en Scandinavie. Certains s'enrôlent même dans l'armée. Comme c'est un énorme territoire, il faut beaucoup d'hommes en fait pour protéger les frontières de l'Empire romain. Et donc on engage des gens d'ailleurs. On engage des Germains, parce qu'ils ont une bonne réputation, ils sont costauds. Donc on a des gens aussi de Scandinavie qui vont s'enrôler dans l'armée romaine et qui, après un petit temps, une fois qu'ils ont fait leur service, ils peuvent repartir chez eux avec des richesses, avec de l'argent. Hein. Ils avaient d'ailleurs le mot solde en français, ça vient de soldat, ça a la même origine. D'ailleurs, quand on voit le Black Friday, on voit que certains retrouvent le légionnaire en eux pour se battre contre les autres clients. On échange des objets, on échange de l'argent, on échange de l'or, on échange des idées aussi, et on s'échange Jésus. Et Jésus, il est important. Il est important, fin 4e siècle, le 8 novembre 392, je dois marquer la date parce que j'avoue que ce genre de date, j'oublie moi-même. L'empereur Théodose proclame le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Et donc, en fait, cette nouvelle religion, elle perd un peu son innocence de ses premiers jours, parce qu'elle devient un outil politique, un outil de revendication de pouvoir pour les siècles des siècles à venir. Amen. C'est un élément important à garder en tête. On bouge beaucoup aussi. Les gens se déplacent énormément. On a un peu parfois cette image que les gens ils restaient dans leur petit village et jamais ils ne bougeaient. Non, il y avait des déplacements. Il y avait même, à un moment donné, il y a eu un peu trop de déplacements. Vous avez sûrement entendu parler de la période des invasions barbares. Le terme est un peu erroné, puisque invasion barbare, invasion des peuples germaniques, en fait, c'était des gens qui eux-mêmes avaient pris leurs jambes à leur cou et fouillaient un autre ennemi. C'est une sorte de grand jeu de domino dont une pièce très importante, c'est l'invasion des Huns. Les Huns, qui étaient donc un peuple guerrier d'Asie mineure, qui est vraiment arrivé en Europe par surprise, a pris tout le monde au dépourvu et a vraiment déclenché ce jeu de domino. On a par exemple alors je vais essayer d'utiliser le laser. Oui. On a les Goths qui étaient tranquillement en Europe de l'Est, qui commencent à fuir et qui cherchent refuge dans l'Empire romain. Ça cause des problèmes. On a du mal à gérer tous ces gens. On ramène des soldats qui étaient paisiblement en Angleterre. L'Empire romain délaisse, quitte l'Angleterre. On ramène des troupes pour pouvoir gérer la situation en Europe de l'Est. Les Celtes sont tout seuls. Les Celtes qui habitaient en Angleterre, ils sont attaqués par d'autres tribus d'Irlande et d'Écosse. Un autre élément, c'est un autre peuple ici, qu'on appelle en fait la tribu les Danois. Mais alors en français, c'est un peu embêtant, parce qu'on a un mot en fait pour cette tribu germanique, et les Danois qu'on connaît aujourd'hui. En danois, il y a deux mots pour ça. On a danskar, qui sont vraiment les Danois qu'on connaît actuellement, et on a Däner, qui est la tribu germanique, qui a chassé les Jutes, les Angles et les Saxons, qui ont suivi la côte, ils sont arrivés ici, et puis les Celtes en Angleterre, ils ont dit « Oh, vous ne viendrez pas nous aider en fait à taper sur les gens qui nous font un peu peur ?» Et ils ont fait « Mais d'accord, bien sûr. » Ils sont arrivés en Angleterre, et ils s'y sont trouvés bien, et ils sont restés. Et ils ont eux-mêmes chassé les Celtes. Donc, tout un grand jeu de domino, comme je vous dis. Et donc, les Danois ont pris possession en fait des terres danoises ici, du sud de la Suède. Beaucoup de mouvements de population. Et on arrive plus ou moins à cette carte-là. Ça, c'est l'Europe du temps de Charlemagne.
On voit qu'un autre petit peuple germanique, les Francs, ont créé un énorme empire. Ils ont pris la succession, en fait, selon eux, ils se considéraient comme les successeurs des Romains. Eux aussi, ils ont pris Jésus, hein, parce que voilà, Dieu nous a bénis, donc on a le droit de régner sur vous. Toujours cet outil, la religion qui est utilisée. En Scandinavie, on a donc le peuple des Danois, on a le peuple des Suédois. Là aussi, il nous manque un mot en français pour distinguer la tribu germanique et les Suédois Abba et compagnie. Et les Goths, c'est le même mot, mais c'est pas les Goths qui étaient là. Mais enfin, c'est pas très important pour notre présentation ici. D'autres sont partis vers le nord. Ils ont pris le chemin du nord, en anglais, chemin du nord, Norway. Norvège, ça veut bêtement dire le chemin vers le nord. On suivait la côte, voilà, ça vient de là. Alors maintenant, la bonne question, évidemment, c'est pourquoi est-ce que les Red Vikings, ils ont commencé? Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas restés tranquillement chez eux? Surtout qu'une fois que tout commence un peu à se stabiliser, une fois la période des invasions barbares terminée, ça se passe plutôt bien chez eux économiquement. Ouais, c'est cool, le commerce va bien, les gens vont bien. Il faisait même un peu plus chaud à cette époque, donc au niveau de l'agriculture, ça fonctionnait bien aussi. Tout ça repose selon un principe assez technique qui est, moi j'ai plus de richesse, donc en fait c'est moi le chef. Mais moi j'ai été faire des emplettes en mer et je suis encore plus riche. Donc c'est moi le chef. Partons joyeusement en viking. C'est un peu schématisé. Mais en gros, en fait, les raisons exactes, c'est un peu nébuleux, mais on peut décerner en tout cas 2 scénarios probables. Un scénario, c'est bêtement, c'est le marchand qui décide bêtement, lors d'un de ses petits périples en mer, d'arrondir ses fins de mois et d'attaquer les autres navires pour essayer de capturer des esclaves, acquérir plus de richesses, et donc il devient un pirate. Hein, et le mot pirate en norrois, eh ben, c'était viking justement. Ou bien c'est également un problème de société scandinave. Donc grosso modo, pour simplifier un peu, la société scandinave elle est assez hiérarchisée. On a les esclaves tout en bas du panier qui ont autant de droits qu'une chaise. On a les hommes libres, ceux qui possèdent des terres. Et puis on a un peu l'aristocratie guerrière, des petits rois qui se tapent joyeusement dessus. Et l'homme libre, souvent, il a une ferme. Et là, il a un problème s'il a des enfants. Parce que comment est-ce qu'on partage la ferme? Si j'ai 3 enfants, je partage ma ferme en 3. Eux-mêmes ont 3 enfants. Ils repartagent le tiers de ferme qu'ils ont eu encore en 3. Après quelques générations, on n'a plus de ferme, on a juste un pommier. Du coup, ils ont simplifié tout ça en disant seul l'aîné aura la ferme. Et les autres, ils ont 2 choix. Soit ils se disent, c'est notre frère qui sera notre chef et on va l'écouter. Soit ils partent et ils essayent d'aussi voler les richesses des autres. Et on a des jeunes gens qui partent sans un sou et qui reviennent en Scandinavie avec pas mal dans les poches. Ce qui déstabilise un peu l'économie. Hein, le principe de c'est moi le plus riche, donc c'est moi le chef. Des gens qui étaient bien, tout d'un coup, ils sont en concurrence avec des jeunes qui reviennent d'expédition. Donc ils se disent, je dois avoir plus d'argent alors, je dois être encore plus riche pour maintenir mon contrôle sur la région. Et il y a une sorte de concurrence entre les différents petits chefs scandinaves qui essayent d'être toujours le plus riche. Et les expéditions vikings deviennent de plus en plus élaborées parce qu'il faut à chaque fois ramener toujours plus de richesses. Un viking, c'est donc quoi? On en revient à la première question, viking minuscule ou majuscule. Beaucoup d'historiens disent maintenant minuscule. Parce qu'un viking, c'est en fait un pirate, en gros. Ou un marchand qui a compris comment arrondir ses fins de mois. C'est donc une activité, et on ne met pas une majuscule à pirate, on ne met pas une majuscule à marchand. Un viking, ce n'est pas le représentant d'une culture ou d'une ethnie. Les vikings eux-mêmes ne s'appelaient pas vikings. Ce n'est pas forcément un grand blond non plus. Encore une image à jeter à la poubelle. Ce n'est pas forcément un guerrier implacable. Parfois, c'était le petit fermier
hein, qui essayent de trouver une proie facile. Et d'ailleurs, si c'est un peu compliqué, souvent les petits groupes de guerriers vikings qui disent bon, ça a l'air un peu dangereux, on ne va pas le faire, on va essayer de trouver quelqu'un un peu plus inoffensif à maltraiter. C'est même pas forcément un Scandinave. On a des groupes vikings où, en fait, on a aussi des anglo-saxons, on a des francs dans le lot. Donc c'est une activité. Les chefs deviennent des roitelets. Les roitelets deviennent des rois. Alors, il ne faut pas comprendre roi comme nous, comme on l'entend. C'est pas Philippe qui règne sur un pays. C'est vraiment des chefs un peu plus costauds. La politique est très instable. On ne parle même pas de pays. Danemark, Suède, Norvège, ça, c'est des notions qui apparaissent bien plus tard. C'est vraiment des chefs guerriers qui essayent d'étendre leur influence. Néanmoins, là aussi, une idée un peu fausse. On a parfois l'impression que les Vikings débarquent en Europe. Personne ne savait qui c'était, la menace du Nord. Alors que non. Par exemple, les Francs que j'avais déjà nommés savaient très bien qui étaient les Vikings. D'ailleurs, ils essayaient d'eux-mêmes voler leurs terres. Soit ils essayaient de voler leurs terres, soit ils créaient des alliances même avec eux. Les Francs essayaient de s'immiscer dans la politique en Scandinavie. Par exemple, en disant à un chef viking qui essayait d'augmenter son influence chez lui, tiens, en fait, si je te passe des petits soldats, si je te donne même un petit comté quelque part, est-ce que tu te rappelleras qu'on est gentil? Du coup, on peut créer une alliance, et une fois que tu as pris le contrôle du Danemark, par exemple, on peut dire que le Danemark, c'est l'Empire franc aussi, peut-être. Donc, il y a des alliances déjà qui se créent entre Francs et Vikings, ou bien au contraire, des différends, des conflits. Et dans ce contexte géopolitique, face à d'autres grandes puissances, en réalité, les peuples scandinaves n'ont pas de grandes armées à déployer. Ils savent très bien que contre les Francs, ils n'auraient aucune chance sur la terre. Donc, ils utilisent leur atout, qui est le bateau viking, et pas le drakkar. Enfin, si vous voulez dire drakkar, vous pouvez, mais sachez juste que le mot drakkar, c'est une invention francophone. Aucune langue scandinave n'a ce mot dans son vocabulaire. Les Vikings n'appelaient pas leurs bateaux des drakkars. C'est une invention française, en fait. On dit que le drakkar, il y a une faute de sens parce que drakkar au départ ça veut dire dragon. Il y a une faute d'orthographe parce qu'il n'y avait qu'un seul cas en norrois. Et il y a même une faute de grammaire parce que drakkar c'est un mot pluriel. Donc quand on dit un drakkar, c'est un peu comme si je disais un chevaux. Les bateaux vikings, ils sont très bons pour l'époque. Ils sont très rapides. Ils sont bien plus rapides que les autres. Ils peuvent naviguer le long des côtes, ils peuvent naviguer en pleine mer, et ils peuvent également naviguer sur des rivières, parce qu'ils ont un tirant d'eau très faible. Ce qui leur permet de vraiment pouvoir arriver par surprise, prendre tout le monde au dépourvu. Et malgré que l'Empire franc est bien plus puissant qu'eux, ils peuvent néanmoins les taquiner en pillant quelques villes côtières ou des villes le long de rivières. En Angleterre, néanmoins, la situation n'est pas pareille. Beaucoup de querelles intestines entre les différents peuples anglo-saxons. Donc là, les Vikings se disent même à un moment, voilà, on a pillé, c'était chouette, et si en fait on restait, et si on était un peu plus ambitieux, si on essayait même de conquérir l'Angleterre. Et pour ça, à un moment dans l'histoire viking, on met en place une grande armée qu'on a appelée la Grande Armée païenne, c'est au IXe siècle, et les Vikings ont essayé de conquérir l'Angleterre, et ils y sont presque parvenus, presque. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a un chef anglais qui est parvenu quand même, un chef anglo-saxon qui est parvenu à rallier les peuples autour de lui et à offrir une résistance aux Vikings, mais presque, on a failli presque parler le danois en Angleterre. Nous aurions été le plus grand service de la faculté de traduction, c'est dommage. Presque. Soit dit en passant, cette grande armée païenne, on en parle quasi toujours dans un contexte anglo-saxon, mais en réalité, ils sont passés chez nous aussi avec cette grande armée. Une fois qu'ils s'ennuyaient en Angleterre, ils sont passés dans nos régions aussi. Notamment, vous voyez, ils sont passés à Gand, ils sont passés à Courtrai, ils sont passés à Leuven. À Leuven, d'ailleurs, ils n'ont pas eu... Ça n'a pas été pour eux. Une grosse défaite.
connaissez le drapeau de Leuven? Ouais, ça ressemble. Non, étonnant. Que représente-t-il? La ligne blanche, c'est la Dyle. Les deux lignes rouges, c'est les berges de la Dyle, trempées dans le sang des Vikings, vaincus. Yes! On les a eus. Nous passons à une autre question. Les Vikings détestent-ils vraiment tous les chrétiens? Pour ça, on va faire un petit vrai ou faux. On va prendre donc les Vikings détestent tous les chrétiens, point. Alors, pour apporter un peu d'exotisme, plutôt que de dire vrai, faux, je vous propose d'essayer de le faire en danois. Alors, ceux qui pensent que oui, effectivement, les Vikings détestaient les chrétiens, pouvez-vous dire « Ja, det är riktigt ». Quand même pas mal. Qui sont ceux qui disent bah non, c'est pas vrai, parfois ils les aimaient bien, et vous dites alors nej, det är forkert. Si vous êtes à vous dire oui, enfin, ça dépend évidemment un peu aussi du contexte politique et historique, vous pouvez dire alors ja, men alltså, det kommer selvfølgelig på den politiske og historiske sammenhæng. Il y a un petit brouhaha, mais je pense que c'était bien prononcé. Alors en fait, c'est la dernière option. Non, ils ne détestaient pas spécialement les chrétiens, ils n'avaient rien de personnel contre Jésus, mais ils n'étaient pas fans de l'instrumentalisation de la religion. Ils n'étaient pas fans que les Francs utilisent la religion chrétienne pour dire « mais vous êtes des païens, donc on a le droit de venir vous envahir ». Parce qu'en réalité, si on reprend notre petite carte, on voit que forcément, les Vikings, il y a d'autres pays autour d'eux. Ils sont pas isolés en Europe. Ils ont entendu parler de cette religion. Ils savent c'est quoi la religion chrétienne. Et ça, depuis les premiers siècles après Jésus-Christ, cette religion ne leur est pas inconnue. C'est une fausse image du Viking qui débarque. Comme si vous avez vu la série Vikings, ils arrivent dans un village et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tous les gens sont à l'église, mais quelle est cette drôle de religion? Non, ils savaient très bien c'était quoi cette religion. Parce que les Vikings aimaient beaucoup garder les gens en esclaves. Une fois qu'ils avaient détruit leur village, de temps en temps, il y avait des villages chrétiens qui arrivaient en Scandinavie et qui parlaient de la religion chrétienne. Ou bien il y avait des artefacts qu'on avait ramenés de l'Empire romain avec des symboles vikings. D'ailleurs, on a retrouvé cette boule de cristal. Cette boule de cristal en Fionie, l'une des îles du Danemark, elle date du IVe siècle. Et vous voyez qu'il y a une petite encre sur la boule de cristal, et cette encre, c'est l'un des premiers symboles chrétiens retrouvés en Scandinavie. Ça ne veut pas dire que la propriétaire, parce que c'était retrouvé dans la tombe d'une femme, était chrétienne, mais que probablement elle connaissait la symbolique derrière cette encre. Le fait aussi que quand les Vikings commencent à attaquer les côtes anglaises, les côtes de l'Empire franc, ils attaquaient toujours les monastères. C'est pas par hasard. Ils savaient que c'était des endroits où on accumulait des richesses, où il n'y avait pas de soldats pour protéger ces endroits. Ils savaient très bien, ils étaient même remarquablement bien informés. La première mission d'évangélisation, elle est en 725. Donc en fait, avant le début officiel de l'ère viking. Ça n'a pas été un gros succès par contre. Il y avait sûrement des chrétiens déjà dispersés un peu partout en Scandinavie, mais ils n'étaient pas assez nombreux que pour vraiment instaurer cette religion, on va dire, à un niveau officiel. Néanmoins, l'époque viking, en fait, ça c'est un peu paradoxal, parce que quand on pense viking, on pense aux dieux nordiques, on pense à Thor, on pense à Odin, on pense un peu à cette culture païenne. Alors en fait, pourquoi est-ce que l'époque viking elle est importante pour la Scandinavie? Parce que ça a permis justement, on a adopté la religion chrétienne pendant l'ère viking. Et ça a permis aux nations scandinaves émergentes, qui ont émergé après l'époque viking, de rejoindre ce club select des pays chrétiens en Europe, avec qui on pouvait parler d'égal à égal. La religion, d'ailleurs, quand elle a été instaurée officiellement au Danemark, ça a été par Harald à la dent bleue, qui a d'ailleurs uni le Danemark. C'était le premier à nommer le nom du pays. C'est lui le premier à l'avoir gravé sur une pierre. Ça, Roméo vous en parlera
plus en détail. Quand il a instauré la religion, il a dit à un moment, bon voilà les gars, maintenant on est tous chrétiens. Oh, il n'y a pas eu une levée de bouclier, il n'y a pas eu des révoltes, les gens n'ont pas fait non, on veut garder Thor, on veut garder Odin. Ils se sont dit, bon, on va ajouter Dieu et Jésus à notre mythologie, c'est pas grave, on peut très bien prier les dieux. On a d'ailleurs ce moule qui a été retrouvé dans le Jutland, au Danemark, et vous voyez que ce moule, il peut faire un petit marteau de Thor, et il peut faire une croix chrétienne. Il peut faire les deux, voilà, pas de souci. D'ailleurs, le marteau de Thor, c'est pratique, ça ressemble un peu à une croix vue de loin. Si c'est un chrétien qui demande, on dit c'est la croix évidemment du Christ. Si c'est un copain viking, on dit c'est Thor évidemment. Autre petite question, où est-ce que les Vikings n'ont-ils pas été? Je vous laisse quelques secondes pour lire la liste. Qui dit qu'ils n'ont jamais été au Canada? Levez la main. Ok. Qui dit qu'ils n'ont jamais été en Sicile? Ouais. Jamais en Chine. Voilà, un peu plus de mains. Jamais à Bagdad. Okay. Jamais au Groenland. Jamais à Kiev. La bonne réponse c'est la Chine. Ils n'ont jamais été en Chine. Si on regarde une carte qui va représenter un peu les mouvements des peuples scandinaves durant l'ère viking, on voit qu'ils ont été... Oula, une fois ça va faire. On voit qu'ils ont été actifs, ils ont bien bougé, les Vikings. On peut notamment souligner le commerce avec les peuples arabes, le califat de Bagdad. Une belle collaboration, ça nous a donné en fait de belles descriptions de marchands ou de nobles arabes qui ont décrit en fait les Vikings, les Scandinaves, mais sans cette perspective chrétienne. On a aussi retrouvé, d'ailleurs, à ce propos, de nombreux objets venant d'Asie en Scandinavie. On a retrouvé une figurine de Bouddha qui a été fabriquée en Inde et qui date du VIe siècle. On l'a retrouvée dans une tombe en Suède, VIe siècle. On a retrouvé cette bague où il est marqué « Pour Allah », également dans une tombe suédoise, 9e siècle également, et beaucoup de pièces de monnaie venant des pays arabes. D'ailleurs, sur cette période de l'histoire, c'est en Scandinavie qu'on a trouvé le plus de pièces arabes, datant de cette période. Donc les Scandinaves, grands voyageurs, néanmoins quelques petites choses à relativiser. Certes, ils ont été en Sicile, ils ont d'ailleurs se sont installés là-bas pendant de belles années, au XIe siècle, mais c'était des gens qui venaient en réalité de Normandie. Au XIe siècle, il y avait de fortes chances qu'ils ne parlaient même plus norrois, la langue des Vikings à l'époque. Probablement qu'ils avaient déjà adopté le dialecte roman de l'époque. Leur présence en Russie, ils ont construit des petits villages qui sont devenus des plateformes de commerce importantes pour la région, pour le développement économique de la région. Là aussi, cependant, les Vikings n'étaient pas nombreux. Ils se sont très vite assimilés avec les populations locales et après quelques générations également, ils ne parlaient plus norrois, probablement qu'ils ne pratiquaient plus non plus leur propre religion. Ils se sont vite assimilés au reste de la population. En Amérique, on entend souvent les Vikings, les premiers Européens en Amérique. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont arrivés effectivement, les premiers, depuis le Groenland, où ils s'étaient installés aussi. Ils sont arrivés dans la région de Newfoundland, où ils ont essayé de créer un petit village là-bas. Ils ont appelé cette région Vinland, parce qu'ils ont trouvé des vignes. C'est la région qui est appelée également Lance Meadow. Certes, ils sont parvenus jusqu'en Amérique, et c'est déjà un exploit en tant que tel. Ce sont des eaux qui ne sont pas faciles à naviguer, surtout quand on a un navire en bois.
hein, pour plus de renseignements sur les traversées dangereuses de l'Atlantique. Je vous réfère au film Titanic. Et surtout, en fait, les Vikings, quand ils sont arrivés sur place, pas de chance, ils n'étaient pas seuls. Il y avait déjà des populations sur place qui ne les ont pas trop appréciées. Et après 1 ou 2 ans, les Vikings ont courageusement fui. Et c'est fini de l'ère viking en Amérique. 2 ans. Alors qu'au Groenland, ils sont restés presque 5 siècles. Ce qui est quand même bien plus. On voit souvent cette période un peu, presque comme un échec. Oh, ils ne sont pas restés jusqu'au bout. Ils ont dû revenir par la suite. Alors que 5 siècles, c'est quand même déjà un bel exploit. Je terminerai aussi par une région qui est souvent délaissée dans les livres d'histoire sur les Vikings. On n'en parle pas beaucoup de la présence viking dans cette région. Et c'est nos régions, en fait. Les Vikings, comme le Ven, on l'avait vu avec le drapeau, les Vikings sont passés chez nous. Ils étaient très forts copains avec les Frisons au nord des Pays-Bas. Mais ils ont également favorisé le commerce chez nous, le long de nos côtes. Ils n'ont pas fait que taper des gens. D'ailleurs, il faut surtout voir aussi la mauvaise image des Vikings comme un exemple de propagande réussie de la part des Francs et des Anglo-Saxons. Parce que quand on voit certaines descriptions d'attaques vikings, elles n'ont pas vraiment... Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit par exemple qu'une ville en Hollande a été complètement détruite. Ils ont rasé tous les bâtiments. 4 mois plus tard, on retrouve un autre texte disant « Le commerce va bien à cette ville-là. Super ». Donc soit ils sont géniaux pour tout reconstruire, les gens là-bas, soit il y a peut-être une légère exagération des sources chrétiennes. Voici un nom de quartier à Oslo, Akerbrugge. Brugge. Ça fait penser à quelque chose. Bruges. Une des étymologies possibles de Bruges, c'est un mot scandinave, brugge, qui voulait dire une jetée ou un quai. Une étymologie possible, ça peut être aussi un mot néerlandais, mais le site officiel de la ville de Bruges renseigne cette étymologie-là, donc je propose de garder celle-ci en mémoire pour le bien fondé de notre conférence. Et sur ce, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Romuald qui va vous parler des runes. Je vais mettre de ce côté-ci plutôt. Donc en ce qui me concerne, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, c'est mieux. Donc en ce qui me concerne, je vais vous parler des runes. Alors s'il y a le symbole du Bluetooth sur cette page, c'est pas pour vous dire de l'activer sur vos GSM, c'est parce qu'il y a un rapport avec les runes. On aura sans doute l'occasion d'en parler en fin de présentation, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, le Bluetooth, c'est pas mal. Ça me permet d'introduire un peu cette question de modernité, qui n'est peut-être pas tout à fait cohérente avec l'idée qu'on se fait des Vikings. Mais bon, je vais parler, moi, plus précisément des runes. Et les runes, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup dans la pop culture. L'image qui est ici, c'est l'image qui vient qui a été prise lors d'un concert d'un groupe de viking metal suédois qui s'appelle Amon Amarth. D'ailleurs, vous remarquerez que le casque, évidemment, porte des cornes pour bien faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les yeux du casque des symboles qui ressemblent étrangement à des runes. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce sera la seule image en matière de pop culture, parce qu'on est un peu limité en termes de droit. Par exemple, pour parler de Harry Potter, je n'ai pas d'image à vous montrer, il faudra me croire sur parole, mais je ne sais pas si vous avez lu Harry Potter. Ça me rassure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notamment dans les tomes 3 et 4, il est question de Hermione Granger, qui prend un cours d'étude des runes, et donc épisodiquement, on voit comme ça qu'il est question de dictionnaire de runes, de traduction de runes. Dans la bande dessinée aussi, là je pense à deux BD que j'ai lues récemment. La première, c'est Nain, aux éditions Soleil, où les runes jouent un rôle qui est assez important. Une autre, c'est Sept missionnaires aux éditions Delcourt, où là les runes apparaissent vraiment dans une case, hein, c'est épisodique, ça sert un peu à donner l'ambiance. Mais on trouve encore plein d'autres références comme ça de la bande dessinée qui exploitent les runes.
Les jeux vidéo, alors je n'y ai pas joué personnellement, mais je crois que dans League of Legends, on peut aussi utiliser des runes. Et donc les runes sont vraiment exploitées très largement dans la pop culture. Et donc tout ça, ça m'a amené à me poser 4 questions autour desquelles je vais articuler ma présentation. La première, c'est est-ce que les runes sont une langue puisque si Harry Potter nous parle de traduction de runes, de dictionnaire de runes, bah, a priori c'est que ça doit être une langue. Est-ce que les runes viennent des Vikings? Bon, on le voit avec ce groupe de Viking Metal, on le voit avec cette bande dessinée, 7 missionnaires qui se passent à l'époque viking. Est-ce que les runes sont liées à la magie? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent dans la pop culture, les runes et la magie. Et puis si ce n'est pas le cas, en fin de compte, à quoi servent les runes? Alors pour bien faire, je vais commencer par la première question. Est-ce que les runes sont une langue? Et alors là, sans faire durer le suspense, on peut dire que non. N'en déplaise à Harry Potter, les runes ne sont pas une langue. Les runes, en fait, c'est un système d'écriture. On parle d'alphabet runique, alphabet au pluriel, puisque cet alphabet connaîtra plusieurs évolutions dans le temps et dans l'espace. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu. Donc en fait, quand on parle de runes, on n'a pas besoin de dictionnaire, puisque si on prend le premier alphabet runique, il est composé de 24 runes et le dictionnaire en question, il tiendrait sur une page A4, ou sur un parchemin A4 dans le monde des sorciers. On n'a pas besoin de traduction non plus, puisque ce qu'on traduit, ce sont des langues et non des systèmes. Et les runes, donc c'est un système d'écriture. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait d'ailleurs, ce sont des transcriptions ou des translittérations. Donc là, vous avez finalement l'alphabet runique pour lequel chacune des runes qui le composent est associée à une lettre de notre alphabet latin. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici. J'ai écrit bonjour en haut avec l'alphabet runique et puis en bas avec l'alphabet latin. On voit que à chaque rune correspond une lettre et un petit code couleur pour s'y retrouver. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, la langue, c'est du français, c'est juste l'alphabet qui change. Alors comment est-ce qu'on travaille quand on est runologue? Quand on est runologue et qu'on se trouve face à une inscription runique comme celle-ci, donc ça c'est la grosse pierre de Jelling qui se trouve au Danemark, les runes ont été gravées au Xe siècle. Évidemment, on commence par sortir un calepin, un stylo, et on va recopier comme ça le système de runes sur son bout de papier. Et puis, vu qu'on peut les translittérer, on va les translittérer, et puis on arrive là-dessus. Et puis là on se rend compte qu'on ne comprend pas grand-chose parce que les Vikings n'avaient pas le bon goût de parler français. Tant pis, on va traduire du norrois vers le français. Et donc les 2 premières lignes de la grosse pierre de Jelling nous disent le roi Harald fit faire ses stèles pour Gorm son père. Et ça continue ensuite un petit peu. Donc on a la réponse à notre première question. Est-ce que les runes sont une langue? Non, les runes ne sont pas une langue. C'est un système d'écriture, tout simplement. Bon, mais d'accord, c'est pas une langue. Mais est-ce que les runes viennent des Vikings? Parce que, avec Amon Amarth, par exemple, on voit que les runes sont associées aux Vikings. Je vais parler de la grosse pierre de Jelling et des Vikings qui avaient gravé dessus. Donc est-ce que les runes viennent des Vikings? La réponse à cette question, c'est non, mais. Alors, au sens strict, non. Les runes ne viennent pas des Vikings. Le phénomène viking, comme mon collègue Julien l'a dit, il s'étend sur environ 2 siècles et demi. Traditionnellement, on considère que ça a commencé à la toute fin du 8e siècle. Et ça s'est étendu à peu près jusqu'à la moitié du 11e siècle. Mais l'alphabet runique, le premier alphabet runique, il est beaucoup plus ancien que ça, puisqu'il apparaît environ au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc les runologues n'ont pas de date précise, mais on considère qu'il apparaît environ aux alentours de l'an 150. Et puis surtout, il n'apparaît pas chez les Scandinaves exclusivement. En fait, l'alphabet runique, à l'origine, est commun à tous les peuples germaniques. Et à l'époque, dans les peuples germaniques, il y a un très fort degré d'homogénéité linguistique. En fait, on parle d'une langue qu'on appelle le proto-germanique. Et donc, tout le monde se comprend plus ou moins, tout le monde parle à peu près la même langue. Il y a en fait un phénomène d'intercompréhension qui est grandement perdu aujourd'hui, mais pas tout à fait, puisqu'il subsiste encore entre 3 langues, entre le danois, le norvégien et le suédois.
C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, si vous parlez néerlandais, par exemple, vous ne pourrez pas communiquer avec un Suédois. À l'écrit, vous vous rendrez compte qu'il y a des mots qui se ressemblent, mais l'intercompréhension ne sera pas possible puisque les langues ont évolué différemment. Mais entre le danois, le norvégien et le suédois, l'intercompréhension est toujours possible. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on vend les études à nos futurs étudiants. Hein. C'est un peu 3 pour le prix d'une chez nous. C'est-à-dire que vous sortez d'un master en traduction, vous avez fait 5 années de danois, et vous pourrez comprendre le norvégien et le suédois à l'écrit sans trop d'efforts. À l'oral, c'est possible aussi, il faut s'adapter un petit peu quand même, parce qu'il y a des questions d'accent et de prononciation, mais ça se fait très très bien. Donc, dans tous les cas, l'alphabet runique, dans cette version ou dans les versions suivantes, on l'appelle le futark ou fufark, qui est un nom qui vient des 6 premières runes qui le composent, hein, donc des runes qui transcrivent les sons F, U, le Th anglais, comme dans bath, qu'on appelle le thorn, A, R et K. Alors ces runes, elles portent toutes un petit nom. Tiens, c'est mieux. Elles portent toutes un petit nom selon un principe qu'on appelle en linguistique un principe d'acrophonie. Ça veut dire que le nom de la rune commence par la lettre qu'elle est censée transcrire. Donc la première rune, par exemple, s'appelle Fehu ou Fie, ce qui signifie bétail ou richesse. Et pourquoi ? Parce qu'elle transcrit le son F. Pour l'origine de cet alphabet, les linguistes, pareil, n'ont pas de preuves, mais ils n'ont pas non plus vraiment de doutes. Quand on regarde les 24 runes, on voit bien qu'il y en a quelques-unes qu'on arrive à lire parce que, avec notre connaissance de l'alphabet latin, par exemple, celle qui représente le T ou le B, ça ressemble quand même fort à ce que nous, on connaît. Donc on est quand même à peu près certain que ces runes sont d'inspiration latine, grecque ou étrusque. Alors l'irruption de l'alphabet runique chez les peuples germaniques, ça apporte un petit bouleversement puisque la culture germanique, c'est une culture qui est principalement orale. Le fait qu'elle soit principalement orale, ça a deux conséquences qui sont liées et qui ne sont pas super chouettes pour les runologues. D'une part, ça veut dire qu'en fait, les sources écrites qu'on a en proto-germanique, eh bien, essentiellement, ce sont les inscriptions runiques. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et l'autre conséquence, c'est que du coup, on connaît très très mal le proto-germanique. On a très très peu d'inscriptions qui utilisent l'ancien futark, environ 350 sur une période qui couvre 7 à 8 siècles, donc évidemment c'est très très peu. Souvent ce sont des inscriptions qui sont très courtes, qui vont faire 1 ou 2 mots, et qui sont mal comprises, donc c'est un peu la double peine, on n'a pas grand chose, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et donc là on a la réponse à la première partie de ma question, est-ce que les runes viennent des Vikings ? Au sens strict, non. Mais le proto-germanique, évidemment, c'est une langue qui va évoluer. Hein. J'ai parlé du néerlandais, du suédois à l'instant. Et c'est une langue qui va notamment connaître un embranchement vers sa partie nord. Et c'est ce qui va donner lieu à la langue des Vikings, qu'on appelle le norrois, qui est une langue qui, certes, va évoluer au cours du temps, mais qui va rester relativement homogène entre le 6e et le 12e siècle après Jésus-Christ, ce qui signifie que les Vikings se comprenaient entre, si vous étiez un Viking du Danemark, vous pouviez comprendre un Viking de Suède ou de Norvège, ça ne posait pas de problème, vous parliez la même langue. Donc ce changement commence à se produire à peu près au 6e siècle, et ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai dit, l'alphabet runique, lui aussi, va évoluer, et on va passer d'un système à 24 runes vers un système à seulement 16 runes, et ce changement va se produire graduellement à partir du 9e siècle. Et en fait, progressivement, les runes vont devenir l'apanage des Scandinaves, puisque les autres peuples germaniques vont abandonner le système d'écriture en runes pour adopter l'alphabet latin. Et alors là, on a quand même 2 bonnes nouvelles, c'est que, d'une part, si on comprend encore toujours très mal le proto-germanique, le norrois, on le comprend très bien, puisque le norrois, à l'écrit, c'est plus ou moins l'islandais actuel. En fait, un Islandais aujourd'hui qui trouverait un texte du XIe ou du XIIe siècle, a priori, il n'aurait pas vraiment de problème pour le lire. Nous, si on essaye de lire un texte rédigé en français déjà d'il y a 400 ou 500 ans, on commence quand même à suer de grosses gouttes.
L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup plus de sources. Alors là, c'est assez paradoxal, mais quand j'ai consulté moi-même des documents pour cette présentation, les documents n'étaient pas tous d'accord. Donc certains disent qu'il y a environ 3000 sources qui utilisent le nouveau Futhark, d'autres qui disent qu'il y en a plus de 6000. Donc moi, je ne vais pas prendre parti. Je reste sur cette fourchette qui est très large. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans tous les cas, même avec plus de 6000 inscriptions, ça reste une minorité de tout ce qui a été produit à l'époque, mais j'y reviendrai aussi. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant, puisqu'on comprend très bien la langue, et en plus, on a un corpus riche. Et donc c'est pour ça que je voulais nuancer la réponse à ma question. Est-ce que les runes viennent des Vikings ? Au sens strict, non. Les runes, c'est un phénomène qui est commun à tous les peuples germaniques, qui est beaucoup plus ancien que l'époque viking, en tout cas dans les frontières chronologiques qu'on lui donne traditionnellement. Mais en fin de compte, c'est quand même un phénomène qui est fortement lié aux Vikings, compte tenu du matériel qu'on a aujourd'hui, et on ne peut pas vraiment en vouloir à la pop culture de relier ce système aux Vikings. On peut passer à la question suivante. Est-ce que les runes sont magiques ? Et puis tant qu'à faire, je répondrai à celle d'après. Si ce n'est pas le cas, à quoi servent les runes ? Alors pour commencer, indéniablement, on peut dire que les runes ont une origine mystique. Alors je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, puisque Pierre Bristal fera une présentation donc le 2 décembre, je refais un petit coup de pub, et il aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, dans un poème, de la Scandinavie médiévale qui doit dater du Xe siècle, qu'on appelle le Hávamál, on a une strophe dont un extrait indéniablement donne une origine divine à ces runes, puisque la strophe nous dit « Quand tu interroges les runes venues des dieux, celles que firent les dieux suprêmes ». Alors les philologues sont quand même un peu embêtés quand ils étudient des textes de la Scandinavie médiévale, parce que souvent ce sont des textes qui sont plus anciens, qui ont pu passer par le filtre chrétien, donc on sait qu'il y a pu y avoir des modifications. Donc bon, on sait qu'il faut toujours être prudent, mais là ce qui tombe bien, c'est qu'on a quand même une pierre runique suédoise, la pierre de Nölleby, dont l'inscription qu'elle porte doit dater du 7e siècle. On est encore avec l'ancien Futhark, on ne comprend pas tout, puisqu'on est quand même encore pas trop loin du proto-germanique, mais il y a une séquence que les runologues ont réussi à traduire et qui nous dit « Je prépare les runes divines », blablabla, on ne sait pas pour Hakothus, qui doit être un nom propre, mais là on a donc clairement cette origine divine des runes qui est confirmée. Alors on voit beaucoup dans la pop culture que les runes sont utilisées, comme je l'ai dit, dans un but magique. Et ça, en fait, c'est corroboré, encore une fois, par l'archéologie. On a par exemple le fer de lance de Stabu, donc c'est une ferme en Norvège où on a trouvé un fer de lance, comme je l'ai dit. Le fer de lance date à peu près du 2e siècle après Jésus-Christ. Et il est porteur d'une inscription qui se lit quelque chose sans doute comme Rögnjar, donc vous excuserez mon proto-germanique qui est un petit peu rouillé, et que les runologues traduisent comme qui met à l'épreuve. Donc ça c'est bien la preuve, si vous voulez, qu'on apposait une injonction à des objets à l'aide de runes. Et on a aussi une pierre runique en Suède, la pierre runique de Björketorp, dont l'inscription qu'elle porte doit dater du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Pareil, les runologues la comprennent de cette façon. Moi, maître des runes, je cache ici les runes de pouvoir. Quiconque brisera ce monument sera frappé par le mal et promis à une horrible mort. Tout un programme. Mais en tout cas, indéniablement, oui, les runes avaient un objectif magique. C'était utilisé pour faire de la magie. Mais est-ce que c'était seulement utilisé dans ce cadre-là ? Eh bien, en fait, non. Le fait d'utiliser un alphabet, le fait de mettre par écrit des malédictions, de mettre par écrit des injonctions, a priori, c'est quelque chose qui a un peu été fait de tout temps en utilisant, j'imagine, tous les systèmes d'écriture. Je ne veux pas m'avancer. Mais ce qui est certain, c'est que les runes étaient utilisées dans un objectif très trivial aussi. En fait, il y avait une utilisation tout à fait quotidienne des runes. Et le meilleur exemple de cela, ce sont sans doute les pierres runiques, dont le nombre explose à l'époque viking, et qui sont tout simplement des monuments commémoratifs. Les pierres runiques portent des inscriptions qui suivent à peu près toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on a des noms de personnes,
dont on nous explique qu'elles ont fait graver des runes ou ériger une pierre en mémoire d'une autre personne. Et souvent, on explique le lien de parenté et éventuellement les causes de sa disparition. Donc, celle que j'ai prise comme exemple, c'est la pierre unique de Broby, qui est en Suède. Et l'inscription date d'une période comprise entre le 8e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Donc, on est plutôt dans l'époque viking. Et on nous dit Eystein et Austrisir ont érigé ces pierres en mémoire de Kag, leur fils. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais on pourrait aller encore plus loin. Finalement, les runes, ça a été utilisé par exemple pour écrire des noms de personnes sur des objets pour savoir qui était leur possesseur, ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les bureaux, hein, sur la graffeuse, on va mettre son prénom pour éviter que le voisin nous la pique. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Les runes, c'était utilisé dans le cadre de correspondance, y compris commerciale. C'était utilisé pour rédiger des textes sacrés, des poèmes d'amour, mais aussi des inscriptions obscènes, puisque y a 1000 ans, nos ancêtres n'étaient pas forcément différents de nous. Et il y a notamment une inscription qui est très drôle, qui est très connue dans la communauté des runologues, qui a été trouvée en Norvège, à Bruggen. L'inscription est postérieure à l'époque viking, elle doit dater d'une période comprise entre le 12e et le 16e siècle après Jésus-Christ. Et ça nous dit Giza dit que tu dois rentrer à la maison. Donc je pense qu'on fait quand même moins magique que ça, et ça tend vraiment à montrer que non, enfin, les runes, ce n'est pas utilisé seulement pour faire de la magie. Les runes, c'est un système d'écriture au même titre que tous les autres alphabets. Alors j'ai une question bonus, j'en ai pas que 4. Et je vais finir là-dessus. Je pense que c'est important. Sur quoi gravait-on les runes ? Donc depuis le début, je dis qu'on grave les runes. Et en effet, oui, les runes, c'est un système d'écriture qui est destiné à être gravé à l'origine. D'ailleurs, on le voit avec leur forme, c'est tout en traits verticaux et obliques. Et on gravait les runes dans plusieurs matériaux. Ça pouvait être dans la pierre, dans l'os, dans le métal, dans le bois, dans le cuir. Et en fait, ces matériaux n'ont pas forcément la même durabilité dans le temps. Et notamment, tout ce qui est gravé dans le bois, mais aussi partiellement dans le métal ou dans le cuir, ça a tendance à s'abîmer et on n'a pas forcément conservé beaucoup d'inscriptions. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Par exemple, on sait qu'on gravait dans le bois, puisque on a quelques inscriptions qui nous sont parvenues. Par exemple, celle-ci, c'est l'inscription de Borgin, qui est en Norvège. Et donc, c'est une église norvégienne qui a traversé les siècles, et donc forcément, le message écrit en runes qu'elle contient nous est parvenu également. Comme je disais en début de présentation, même avec 6000 ou 7000 runes rédigées en nouveau futark, ça représente une minorité de tout ce qui a été produit au cours des siècles, mais probablement parce qu'on gravait surtout dans du bois, et donc tout a été perdu, le bois s'est dégradé. Et je vais finir en avançant 2 arguments qui tendent à indiquer qu'on écrivait les runes... qu'on gravait les runes dans le bois. Pour commencer, j'ai dit donc que l'alphabet runique avait connu plusieurs variations dans le temps et dans l'espace. Il y en a d'autres encore, on ne pourra pas parler de toutes. Mais on voit notamment ici toute la rangée inférieure. C'est une variante du futark à 16 runes on appelle ça les runes sans branches. Et c'est un système qui a été développé très vraisemblablement pour pouvoir être gravé très rapidement. Donc il suffisait juste de mettre un petit coup de couteau ou éventuellement de poinçonner à différentes hauteurs selon différents angles, et ça permet d'envoyer des messages très rapides. C'est un petit peu le post-it de l'époque, si vous voulez. Et une autre indication qu'on a, et je finirai par ceci, c'est un moment d'étymologie scandinave que je trouve absolument merveilleux. Si on veut parler d'une lettre, en suédois, donc une lettre comme une lettre de l'alphabet, on va dire bokstav. D'ailleurs, en norvégien, c'est la même chose, en danois, c'est presque la même chose. Je vous ai dit, ce sont 3 langues qui sont très proches. Donc le suédois, c'est une langue germanique. Les langues germaniques sont friandes de composition. Bokstav, c'est un mot composé qu'on peut décomposer, avec d'un côté book, de l'autre stav. Et là, avec notre connaissance de l'anglais, book, en effet, ça nous rappelle le livre, et staff, ça nous rappelle le bâton, staff, en anglais. Et donc on se dit, bookstav, ce sont des bâtons de livre, et ce n'est pas forcément incohérent. C'est vrai que quand on écrit des lettres,
Sur une page, finalement, on dessine des petits bâtons, et ces petits bâtons, on peut les mettre dans un livre, et ça forme des mots. Mais en fait, on peut remonter l'étymologie encore un petit peu plus loin. Et stave, si on regarde un peu plus loin dans l'étymologie, on voit que c'était utilisé dans le terme norrois runastafjör. Et runastafjör, c'est le terme pour parler d'une rune. En norrois, quand on parle d'une rune, on parle de runastafjör. Ok ? Mais qu'est-ce qu'il en est de bok? Alors bok, les linguistes étymologistes, ils remontent ça à une racine proto-germanique qu'ils estiment être quelque chose comme books. Encore une fois, vous excuserez mon proto-germanique, il ne s'est pas beaucoup amélioré depuis tout à l'heure. Books, qui signifierait être. D'ailleurs, book, en suédois, c'est le livre, mais c'est aussi le être. Et pourquoi le être? Le être, c'est un bois qui est réputé être très tendre, donc facile à graver. Et de ce point de vue-là, bookstave, ce ne serait pas des bâtons de livres, mais des runes qu'on graverait dans du être. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci à tous les deux. On va passer à la partie échange de la soirée. Je suppose qu'il y aura beaucoup de questions. Qui ouvre le bal? Pas très compliqué. Finalement, vous n'avez pas expliqué Bluetooth. Ah oui, c'est vrai, Bluetooth, tu as expliqué Bluetooth. Alors, oui, c'est parce que donc, Bluetooth, on voit que c'est une combinaison de runes. Et ces deux runes, si on regarde le futark, à 16 branches qui se trouve ici. Attendez. Non, c'est. Il n'y a pas une clé? Ah, ouais, c'est bon, j'ai le pointeur. Et donc, on voit qu'en fait, c'est une combinaison du H et du B. Alors, pourquoi H et B? Parce que ce sont les initiales de Harald Blåtand, qu'on appelle en français Harald à la dent bleue, et dent bleue, si on le traduit en anglais, c'est Bluetooth. Attendez, on va vous passer le micro pour... Merci. Alors, est-ce qu'il est vrai que le W qu'on a dans wagon ou wagon pour les Français vient du vieux germain qui était plus spécifique excusez-moi, je cherche. Je devais pas avoir de trou de mémoire, j'en ai un. Les Saxons. Donc, les Saxons avaient une langue bien précise, différente quand ils sont arrivés en Angleterre. D'ailleurs, les Jutes, les Angles et les oui. Ouais. Il parlait une langue germanique aussi, ouais. Qui est devenue en fait le vieil anglais. Et c'est une différence effectivement entre les langues scandinaves et l'anglais, c'est que certains mots qui commencent par un W est un V en scandinave. Vous parliez de wagon, c'est vagn en danois avec un V. Et d'ailleurs, à ce propos-là, comme effectivement les Jutes, les Angles et les Saxons venaient du nord de l'Allemagne et du Danemark, ils parlaient une langue qui était à ce moment-là très très proche en fait des Danois qui les ont après chassés. Et quand les Vikings sont arrivés 2 siècles, 3 siècles après, on estime qu'avec un peu d'effort, ils pouvaient comprendre les anglo-saxons parce que c'était en fait leur cousin quelque part, leur cousin germain, c'est le cas de le dire, qui s'était installé en Angleterre. Et ils parlaient une langue qui était encore très proche. Si vous regardez d'ailleurs de l'anglo-saxon et du norrois, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de ressemblances qu'avec l'anglais actuel qui, lui, s'est beaucoup transformé au cours des siècles. Ouais, parce que même l'allemand, les Allemands disent V. Volkswagen. Oui, tout à fait. Wagon, ils disent pas wagon. Oui. D'ailleurs, on a même une différence en Belgique. On dit wagon, alors qu'en France, on parle plutôt de wagon. Donc,
en linguistique, on dit que le W, le V, en fait, on peut les considérer comme un peu la même lettre, si vous voulez. La question, c'était en rapport avec les Saxons. Ouais. Oui. Donc, est-ce que ça vient bien des Saxons? Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ou pas? Le mot wagon? Non, le W. Le W. Le W dans les runes a été ajouté quand ils sont arrivés en Angleterre Oui. aussi, je pense. Oui, parce qu'en fait, oui, le son. En somme, en latin, on avait déjà le son we aussi. Je pense à par exemple Jules César, Veni, Vidi, Vici. En fait, lui, il le disait Weni, Wedi, Wiki. Donc le son n'existait pas, néanmoins la lettre a été effectivement ajoutée à l'alphabet latin parce qu'elle manquait dans l'alphabet latin. Et en fait l'origine du W c'est tout bête, mais c'est deux V qu'on a collés ensemble, W. D'accord, merci. Est-ce que cette langue est à rapprocher du tronc indo-européen ou pas Oui, tout à fait. Donc toutes les langues germaniques font partie de la grande famille des langues indo-européennes. Et est-ce qu'il y a eu une influence du gaélique continental qui était parlé par les Celtes aussi à l'époque, répandu dans toute l'Europe, et à tel point que beaucoup de Celtes se comprenaient finalement? Alors, les langues celtes, en fait, n'ont paradoxalement pas beaucoup influencé les langues germaniques. Par exemple, en anglais, il y a très peu de mots d'origine celte qu'on utilise encore. Whisky est l'un d'entre eux, mais il n'y a pas énormément d'air whisky. Vodka, c'est en fait de la même origine. Les deux veulent dire, ont un rapport avec l'eau. Nous, en français, pour trouver l'origine, il faut retourner à onde, parce que onde, ondée, vague, donc eau. Mais les langues celtes, c'est un peu un grand mystère d'ailleurs qu'elles aient aussi peu influencé l'anglo-saxon. Les linguistes se chamaillent encore un peu à ce sujet-là. Certains parlent que, en fait, quand les anglo-saxons sont arrivés, il y a peut-être une sorte de purge complète dans les régions où ils se sont installés, c'est-à-dire que les Celtes ont vraiment dû faire le choix soit de partir, soit de mourir, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu en fait la chance d'influencer l'anglo-saxon avec leur langue. Ou alors les anglo-saxons ont tellement pris un contrôle politique en Angleterre qui fait que les Celtes, s'ils voulaient continuer à avoir un petit rôle dans la société, ils ont très vite appris l'anglo-saxon. Mais c'est encore effectivement un mystère de pourquoi est-ce que les langues celtiques ont si peu influencé les autres langues indo-européennes. Même en français, on n'a pas tant de mots en fait que ça qui vient des langues celtiques. C'est étonnant parce que je pense avoir lu en tout cas que en ce qui concerne la toponymie, l'hydronymie, etc., il y a énormément de racines celtiques, notamment dans les noms de fleuves en Ono, comme le Don, la Garonne, oui. La Divonne. Toponymie est une exception, effectivement. Oui. Qui seraient d'origine celte et qui veulent dire la même chose un peu partout en Europe, jusqu'en Écosse. Oui. Effectivement, à un moment donné, les langues celtes aussi occupaient un territoire beaucoup plus grand que maintenant, où elles sont juste relayées en fait à la Bretagne, les îles pas anglo-normandes, mais le Pays de Galles, le nord de l'Écosse, l'Irlande. Mais à un moment donné, c'était des langues qui occupaient vraiment toute l'Europe. Ça allait même jusqu'en Asie mineure. Et donc on a beaucoup de mots de lieux, de noms de lieux pardon, qui sont d'origine celte. Si vous allez à Dour, pas loin d'ici, c'est un mot d'origine celte en réalité. Parce qu'effectivement, quand on arrive quelque part, il n'y a pas beaucoup de raisons finalement de changer le nom d'un lieu. Mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, des mots de la vie de tous les jours, les langues celtes n'ont pas laissé finalement une grande trace dans nos langues à nous, en tout cas dans les langues germaniques ou les langues latines. Dour ? À voir avec de l'eau, je pense, mais je ne suis plus sûr. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, d'après vos connaissances, est-ce que ce sont les Vikings qui auraient fondé la Rousse de Kiev et qui sont à l'origine du mot Russie ? Est-ce que c'est pas une œuvre de propagande de M. Poutine de récupérer ce phénomène-là pour dire que
l'Ukraine lui appartient historiquement, si je peux me permettre l'expression, et j'utilise des guillemets. Alors je vais éviter de m'exprimer pour vraiment ce qui est l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Je vais rester dans mon coin de l'histoire. Le mot russe, effectivement, était en fait au départ le nom que l'on donnait aux Scandinaves, surtout d'origine suédoise, qui s'étaient installés dans ces régions pour le commerce. Ça vient d'un mot en fait qui voulait dire rame, c'était des rameurs, vu qu'ils étaient déjà connus pour leurs bateaux dans ces régions-là aussi. Donc effectivement, étymologiquement, le mot Russie vient effectivement du nom de cette tribu suédoise qui s'était implantée là. D'ailleurs, on le retrouve en finnois, donc la langue en Finlande, qui n'est pourtant pas une langue du tout du tronc indo-européen comme monsieur demandait. Mais en finnois, le mot pour Suède, c'est Ruotsi. Et là, on entend encore le russe qui est présent. Néanmoins, comme je l'avais dit dans la présentation, il faut relativiser l'importance des Russes dans cette région-là du monde. Certes, ils ont une importance pour le développement, l'essor économique de la région. Néanmoins, leur impact culturel, on va dire, est assez faible. En somme, vu que les Vikings étaient un peu des éponges, c'est-à-dire que quand ils arrivaient quelque part, ils adoptaient très vite la culture, les langues, les religions. Ils s'adaptaient excessivement vite. Merci. Je crois que vous devez prendre le micro même. Concernant les bateaux que les Vikings utilisaient, j'ai noté deux choses. La première, c'est vraiment leur visuel très particulier. Et la seconde, c'est vu l'époque, sauf erreur de ma part, ils devaient être quand même des sacrés navigateurs, vu l'étendue qu'ils ont eue au niveau européen, enfin de l'Europe actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant leur technologie dans la navigation? Est-ce que ça leur vient d'où Je pense que toi, tu te connais plutôt au niveau technologie, plutôt bateau. Non, sur les bateaux vikings. Vas-y. Non, non, je n'aurais pas en fait vraiment de réponse à vous donner parce que j'avoue que je ne sais pas. Non, enfin, on parle souvent du navire viking dont les planches sont assemblées. On parle de clins vifs. Clin assemblé à vif. Mais voilà, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations à cette histoire de tirant d'eau très faible qui en effet leur permettait de naviguer même dans des eaux qui étaient très peu profondes. On sait qu'ils pouvaient porter leur navire aussi a priori pour les déplacer même sur des étendues de terre. Mais moi personnellement, je n'en sais pas davantage. Je vais essayer de vite faire un mini dessin. Alors, je ne suis vraiment pas un grand spécialiste non plus navigateur. Néanmoins, comme mon collègue expliquait, un des intérêts des bateaux vikings, c'est que les planches donc venaient de cette manière-là, comme j'ai essayé de le représenter sur leur dessin. Et après, il y avait un système, on essayait de les rendre étanches avec une sorte de goudron, en fait, de l'époque. Et ça permettait, en fait, aux bateaux d'être assez souples et flexibles. Donc, ils pouvaient accuser le coup de vagues en pleine mer. Donc ça a été l'une des grandes avancées technologiques que les Vikings ont apportées. Leur voile carré était aussi réputé pour être très efficace. Il y a d'ailleurs une grande inconnue au niveau de l'histoire, c'est la voile viking est arrivée en fait très tard. Ils n'ont commencé à mettre des voiles que vers le début du 8e siècle, ce qui est en fait très tardif par rapport à d'autres cultures. En Méditerranée, on mettait déjà des voiles chez les Grecs et les Romains. Donc pourquoi est-ce qu'ils se sont contentés des rames pendant tout ce temps ? Probablement parce qu'ils n'en avaient pas spécialement besoin, parce qu'il a fallu attendre un certain essor économique au niveau de la Baltique, qui est, selon certaines théories, dû en fait à une épidémie de peste en Méditerranée, qui fait que le commerce a dû être complètement détourné et on a emprunté le système fluvial russe pour arriver jusqu'à la Baltique. Et là, alors, tout d'un coup, les Scandinaves ont vu passer des bateaux avec des voiles et se sont fait intéressant. Et si on faisait ça chez nous aussi? Et ils ont alors pris ils ont adopté cette avancée technologique qu'est la voile pour ensuite pouvoir parcourir des distances beaucoup plus grandes et qui a aussi permis en fait le phénomène viking. Il y a un archéologue scandinave qui disait que la voile c'est la période viking. Pas de voile, pas de viking.
Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, c'est une question de toponymie, on en parlait il y a 3 secondes. C'est de savoir s'il y a un lien entre le nom de notre ville en néerlandais, Bergen, et il y a une ville aussi que je pense qui s'appelle Bergen. Je me demandais si c'était la même origine de nom, quoi, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait. Alors, j'aimerais dire que c'est un mot scandinave, mais c'est un mot du proto-germanique en fait. C'est ce qu'on appelle un cognat. Donc, c'est un mot qu'on retrouve dans différentes langues et qui ont en réalité la même origine. Donc, il y a un lien parce qu'en fait, le néerlandais et les langues scandinaves font toutes les deux partie de la famille des langues germaniques. Après, oui, ça se rapproche. Et en fait, quand vous regardez du danois ou du suédois, du norvégien, il y a énormément de mots qui ressemblent au néerlandais et à l'allemand, parce que là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est les langues scandinaves qui ont adopté énormément de mots de ces langues-là. Un mot, par exemple, comme forstå en danois, qui veut dire comprendre, verstaan en néerlandais, verstehen en allemand, c'est l'allemand et le néerlandais qui les a donnés aux langues scandinaves, parce que par exemple en norvégien, en färöien, pour dire je comprends, on va dire oh, je skiljer. Donc là, plus rien à voir, parce qu'eux n'ont pas pris ces mots du néerlandais et de l'allemand. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que justement les noms comme Barfleur et Honfleur n'ont rien à voir avec les fleurs, et fleur voulait dire porc en viking? Alors pour ces mots-là, j'avoue que je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Oui. Enfin, j'ai lu ça, donc c'est ça que... C'est pas impossible, hein, effectivement. Parfois, Honfleur n'ont rien à voir avec les fleurs, mais... On a ça parfois effectivement avec des mots en fait qui évoluent et finissent par ressembler à un autre mot. Hein, si vous prenez en français police et police, les deux mots, police de caractère et police les gendarmes, c'est deux mots en fait qui viennent de deux mots latins différents et qui à un moment donné au fil du temps ont fini par hasard quelque part par être les mêmes. Oui, les dialectes locaux aussi ont modifié. Mais c'est possible effectivement le long des côtes normandes. Il y a beaucoup de noms de lieux qui sont en fait d'origine scandinave. Également en Angleterre, beaucoup, vu que là les Scandinaves se sont amusés très longtemps chez nos amis anglo-saxons. En fait, tous les mots que vous voyez terminés par BY, c'est en fait le mot scandinave by qui voulait dire ville. Tous les mots en Thorpe aussi à la fin des mots, c'est scandinave également. Donc là, ils ont laissé leurs traces avec bien plus d'exemples. Oui, c'est comme dans le Picard, on retrouve énormément dans le Picard du vocabulaire allemand, en français en fait. En français, on a quelques mots aussi qui viennent des langues scandinaves. Le mot vague, en fait, c'est un mot scandinave. En suédois, on dit une våg. Hein, vu que le mot pour vague dans les langues latines, c'est ce que je disais, c'est un mot qui est lié à onde ou ondée. Merci. Bon, moi, j'ai la question, je pense, qui, à mon avis, pourrait donner... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est vrai, pas vrai? Où est-ce qu'il y a des grosses erreurs? Ou bien on peut se dire que ça donne une bonne idée? Ou c'est complètement ravagé? J'ai pas vu toutes les saisons de Vikings, pour la simple et bonne raison que parfois j'ai peur de retenir ce qui se passe dans Vikings et que ça vienne en fait supplanter mes repères historiques. Néanmoins, Vikings présente quelques avantages au niveau de la représentation de la vie de tous les jours des Scandinaves à l'époque. Elle est plutôt pas mal. Ces représentations des fermes en Norvège qui fonctionnent comme petites communautés avec le propriétaire, mais des personnes qui travaillent pour lui, ça c'est vraiment bien. Après, ils ont pris des libertés, ça reste une série, c'est normal. Hein, par exemple, on est en Norvège, alors qu'on sait que la plupart des Scandinaves qui ont envahi l'Angleterre, ils venaient plutôt du Danemark. Néanmoins, c'est beaucoup plus beau de montrer un beau fjord qu'une plage. Le Danemark, c'est très plat, donc là, on met des fjords parce que c'est joli. Il y a quelques autres libertés au niveau des faits historiques. Je pense que dans la série, Ragnar Lothbrok attaque Paris. Mais après avoir essayé d'envahir l'Angleterre, ce qui ne coïncide pas, c'est d'abord Paris puis l'Angleterre. Donc il y a ils ont pris quelques petites libertés.
J'ai néanmoins cru comprendre, d'après certains articles, que la deuxième série Viking, donc qui fait partie du même univers, je pense que c'est Vikings Valhalla ou quelque chose dans ce style. En général, quand on met Valhalla, ça marche toujours bien niveau commercial. N'est pas aussi bien. Si vous voulez un aperçu un plus historique, gardez la première série, mais la deuxième, elle est un petit peu plus américanisée, on va dire. Voilà, une dernière question peut-être. Oui, on arrive. Je ne peux pas le lancer, je suis trop mauvais dans l'exercice. Comme une hache. Bonsoir, moi j'avais une petite question. Tant qu'on est dans le domaine cinématographique, est-ce que vous conseillez le film The Northman? Parce que Celui-là aussi. Tu l'as vu toi, The Northman? Moi aussi, mais c'était plutôt... il me semble que dans The Northman... Pardon? Il me semble qu'on essaye de mélanger un peu la mythologie avec le film. Donc forcément, il y a des scènes qui ne sont pas réalistes, mais c'est le but. Après, il y a néanmoins, il me semble, pour les petits extraits que j'avais vus, il y avait quelques points qui étaient pas mal. Notamment le fait que des Scandinaves sont réduits à l'esclavage pour être vendus chez des Scandinaves. Ça s'est vraiment passé. N'importe qui pouvait devenir esclave. Le fait aussi qu'ils avaient des chaînes autour du cou, c'est des objets qu'on a retrouvés dans des marchés, d'anciens endroits de commerce au Danemark. Donc la représentation des esclaves, pour le coup, est pas mauvaise. Néanmoins, j'ai pas vu tout le film pour vraiment dire... je dirais pas, l'utilisez pas d'un point de vue historique, parce que y a beaucoup de libertés qui sont prises pour les besoins du film. Après, pour avoir un peu une vision de comment la mythologie était représentée, je pense qu'il est pas mauvais, en fait. La vulva? La vulva, donc effectivement, elle est pas bien. La vulva, c'était en fait la prêtresse chez les Vikings. C'était un rôle, pour le coup, que seules les femmes, normalement, pouvaient avoir. Et bon, elle lisait l'avenir pour les gens, pour savoir est-ce que je dois l'attaquer maintenant? Écoutez, je vais voir mes runes. Oui, allez-y. Voilà, c'est une magnifique transition. Vous avez parlé de mythologie, donc rendez-vous le 2 décembre, où là, on va explorer les mythes scandinaves. Voilà les copains, un immense merci, on a passé une soirée assez merveilleuse. Merci à vous. À bientôt.